Bonjour à tous. Sans aide nouvelle, la fermeture de certains sites de nickel paraît inévitable. Le rapport de l'Inspection générale des finances et du Conseil général de l'économie rendu public à l'occasion de la visite en Nouvelle-Calédonie du président de la République souligne l'urgence et la nécessité de repenser l'activité métallurgique sur le territoire, comment améliorer la rentabilité, la production. Faut-il d'ailleurs réorienter cette production? Si oui, comment? Et quid de la doctrine nickel? Ce sont quelques-unes des questions dont nous allons parler dans cette émission avec les 4 invités qui ont accepté d'être sur ce plateau. Nathalie Bakache, qui est la secrétaire générale de la SLN, Alexandre Rousseau, qui est directeur des ressources humaines de KNS, Gabriel Ben-Simon, responsable des affaires économiques chez Prony Resources, et Thomas Sevêtre, représentant du CIM, le syndicat des industries de la mine. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur ce rapport. Ce sera d'ailleurs ma première question. Comment vous avez reçu ce rapport? Est-ce que vous avez été surpris finalement du contenu qu'il y était, ou ça n'a fait que manifester un peu clairement une situation dont vous étiez les uns et les autres tout à fait conscients? Nathalie Bakache. Oui, donc pour la SLN, ce que je peux dire, c'est que ce rapport ne nous a pas en tant que tel surpris, et je pense que nous partageons ce constat pour une simple et bonne raison, c'est que nous y avons très largement contribué. Ce sont nos travaux de consolidation, d'analyse, de travail sur la situation de chaque entreprise et la situation du marché du nickel dans le monde du secteur en Nouvelle-Calédonie qui ont été très largement exploités, approfondis. Et nous nous y retrouvons. C'est un travail extrêmement fouillé qui nous est livré aujourd'hui. S'il ne nous surprend pas, il est quand même un apport très positif et majeur, nous semble-t-il, aujourd'hui pour le secteur nickel de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il objective, il décortique de façon très précise à la fois les défis que nous devrons relever pour nous pérenniser et les atouts, nos atouts calédoniens. Et là-dessus, nous aimerions aller plus loin encore que ce que propose ce rapport pour que, ensemble, industriels, institutions calédoniennes, État, nous puissions sécuriser le secteur économique du nickel pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, on va revenir sur un certain nombre de points que vous avez évoqués, parce que vous l'avez dit, il y a plusieurs aspects dans ce rapport. Gabriel Ben-Simon, vous partagez déjà ce point de vue? Tout à fait. C'est un rapport qui a été bien construit, bien travaillé, qui a mis les acteurs à contribution et qui donne une vraie visibilité sur l'état du nickel en Calédonie aujourd'hui, et qui est très préoccupant et sérieux, et sur lequel on doit apporter des réponses fortes. Alexandre Rousseau. Oui, je rejoins mes collègues. Effectivement, c'était très important d'avoir ce constat. On a chacun été mis à contribution pour parvenir à un rapport qui, au final, est clair. Il articule bien, je pense, une partie, en tout cas, des éléments qui sont importants aujourd'hui sur le secteur du nickel en Calédonie. Donc, je pense qu'il a aussi le mérite d'être pédagogique. Il est fondé sur des chiffres et il exprime clairement, finalement, un certain nombre d'éléments qui nous réunissent aujourd'hui. Et il est bénéfique, je pense, pour le territoire comme un point de départ qui offre des opportunités finalement pour trouver des solutions. Pour boucler ce premier tour de table, Thomas Sevêtre. Oui, je partage évidemment ce qui vient d'être dit. Le grand mérite de ce rapport, c'est qu'il est d'une grande franchise. Il est sans langue de bois, sans a priori. Il met le doigt là où ça fait mal, mais de temps en temps il faut. Et surtout, c'est qu'il nous oblige, nous tous les acteurs, à dépasser les clivages qui sont nos freins en fait à l'heure actuelle. Alors un rapport que vous saluez d'une certaine façon les uns et les autres comme étant positif. Pourtant, il y a quand même beaucoup de points négatifs à l'intérieur parce que, vous l'avez dit, il est sans concession, il n'y a pas de langue de bois, absence de rentabilité des usines métallurgiques en Nouvelle-Calédonie, problème de rentabilité, une production qui n'est pas forcément orientée là où il faut et des décisions qui n'ont pas été forcément prises au bon moment. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses négatives à l'intérieur. Alors, pour vous, quelle est la première des urgences sur laquelle il va falloir se pencher? Parce que est-ce que c'est la question de la rentabilité et qu'est-ce qu'elle met en œuvre derrière? Enfin voilà, on a l'impression qu'il y a une vraie complexité, que finalement on a les éléments pour bien comprendre la situation actuelle, mais on ne sait pas par quel bout il va falloir prendre les choses maintenant pour essayer de s'en sortir. Je ne sais pas lequel d'entre vous va intervenir. Nathalie Bakache? Eh bien, la question de la rentabilité, c'est le sous-jacent global. Pour autant, ce rapport, au-delà de souligner les difficultés, il trace les points que nous devrons collectivement adresser dans une feuille de route. Et au niveau de la SLN et pour les acteurs métallurgiques, je pense que le premier de ces points majeurs, extrêmement bien analysé dans le rapport, c'est bien celui de l'énergie. L'énergie en Nouvelle-Calédonie, pour les industries métallurgiques, elle se paye
3 à 4 fois plus cher qu'en Asie, par exemple, nos principaux concurrents, 4 à 5 fois qu'en métropole ou en outre-mer français. Et c'est un des défis à relever demain qui peut très largement contribuer pour nos entreprises à retrouver une forme de rentabilité, mais aussi contribuer à nous rendre plus compétitifs, et nous pourrons le développer. Mais pour qu'on comprenne bien cette question de l'énergie, est-ce que vos usines respectives, les uns et les autres, sont alimentées de la même façon, les mêmes systèmes en alimentation énergétique, ou est-ce que chacun a finalement son propre système d'alimentation plus ou moins performant, et est-ce qu'il faudrait aller vers une alimentation, j'allais dire collective, ou en tout cas harmonisée, Alexandre Rousseau? Je pense qu'à l'image, effectivement, de la complexité du secteur du nickel en Calédonie, qui est diverse et variée, la thématique de l'énergie est également complexe. Et on a tous des systèmes d'approvisionnement qui sont différents. Je pense qu'il faut qu'on ait au moins une vision qui soit commune. Les solutions précises, c'est ce qu'il faut qu'on travaille, et c'est pas forcément nous autour de la table, mais les études qui sont faites qui vont nous amener les solutions. Mais on doit avoir une réflexion commune. Les solutions seront peut-être articulées différemment. Je pense qu'on parle plus de bouquet énergétique aujourd'hui que d'un seul système de production d'énergie, mais il faut l'envisager comme une démarche globale. Dans l'état des lieux actuels, pour que les auditeurs comprennent bien, par exemple, l'usine KNS est alimentée comment au niveau de l'énergie? Nous sommes autonomes dans notre production d'énergie, puisque le territoire ne pouvait... Par quel biais? Par une centrale à charbon. Voilà. Et la SLN, on sait que pour l'instant, c'est la centrale à queue temporaire. Tout à fait, qui est Donc, néanmoins raccordée au réseau et qui permet à la fois d'alimenter la SLN et de redistribuer sur le réseau public également. Et Prony Resources, l'usine du Sud. Et également, Prony Ressources, on a notre source d'approvisionnement qui est une usine au charbon. Et ça me permet de rebondir sur ce que Madame Badcache disait. L'énergie en Nouvelle-Calédonie est un coût très important. Et très important par rapport à ce qui se pratique dans les pays qui produisent du nickel. Donc ça, c'est une réelle contrainte. Côté Prony Ressources, nous, on a une consommation d'énergie moins intense que nos autres métallurgistes en Calédonie. Par contre, on a aussi un besoin réel que cette énergie, qui a un coût inférieur, bien entendu, et qu'elle soit décarbonée. Parce qu'un autre pan que souligne ce rapport, c'est l'orientation des ventes du produit nickel. De notre côté, on a pris une orientation il y a un petit peu plus de 2 ans sur le segment des batteries. Et ce segment est un segment qui nécessite une production de nickel le plus propre possible, et notamment au niveau de la décarbonation, une énergie la plus décarbonée. Mais vous savez, des questions qui se posent, en tout cas, sur cette décarbonation de l'énergie. Beaucoup disent, oui, on est prêt évidemment à y croire, mais on ne voit vraiment pas concrètement comment les choses vont se faire. On se souvient que, il y a eu des débats autour de la centrale de la SLN qui finalement n'a pas vu le jour. On parlait d'un mix énergétique, on ne sait pas où on en est. Enfin, on s'aperçoit que ces questions-là, finalement, tout le monde en parle, mais il y a quand même un gros scepticisme en disant, mais est-ce qu'on va vraiment y arriver? Gabriel Ben-Simon. Je pense qu'il faut se donner les moyens d'y arriver. Il y a plusieurs initiatives en cours. De notre côté, on a pris une initiative concernant une ferme solaire. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a cette réalité en tête, et il y a beaucoup d'énergie qui est mise sur la table. Alexandre Rousseau. Oui, je rejoins ce que vient de dire mon collègue. Il faut qu'on ait une approche qui soit pragmatique. Il faut qu'on s'appuie sur des études qui sont solides. Se lancer avec de très belles idées, c'est optimiste, mais il faut qu'on puisse s'appuyer sur des réalités et qu'on puisse regarder ce qui s'est fait ailleurs. Je pense que la question du bouquet est importante. Les énergies renouvelables sont déjà bien avancées à l'échelle du territoire et pour nos industries. On est également relié au réseau, donc on a cette capacité d'absorber des énergies dites renouvelables ou vertes, mais on doit être réaliste, on doit être pragmatique. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution du tout solaire, on va être clair, qui répondra aux besoins des électro-intensifs que sont SLN et Koniambo Nickel, et donc on doit avoir des alternatives. Si je prends les exemples récents qui ont été développés chez Koniambo Nickel, la semaine prochaine, on lance un premier test sur l'utilisation de biomasse. C'est un des exemples du bouquet énergétique qui permettrait d'avoir une partie de réduction. On peut également simplement déjà s'interroger sur l'optimisation de notre consommation. Comme tout un chacun dans son foyer, savoir est-ce qu'on a des pertes d'énergie à droite ou à gauche, c'est une partie du gap, de l'écart qu'on a à combler. Et ensuite, sur des problématiques plus majeures, il faut qu'on regarde des orientations de transition dans la transition. En ce qui nous concerne, une des voies qu'on privilégie à ce stade, c'est l'utilisation du gaz naturel liquéfié. Cette solution-là, qui serait temporaire et transitoire vers des solutions peut-être hydrogène ou autres, je ne suis pas un spécialiste, permettrait de manière vraiment pragmatique d'atteindre cet objectif de réduction de 50% d'émissions des gaz à effet de serre à l'horizon 2035. Nathalie Badcache. Pour la SLN, nous sommes aujourd'hui alimentés par une centrale temporaire.
Elle est temporaire tant en termes de stratégie industrielle, nous savons qu'elle n'a qu'un temps, qu'en termes réglementaires, elle n'est autorisée pour qu'un temps. Pourquoi ? Parce que la SLN fait le choix de se raccorder à un système énergétique qui serait un système énergétique pays. Dire qu'on ne voit pas du tout comment on y va est un peu dur. Moi, j'aimerais faire preuve d'un peu d'optimisme aujourd'hui. Hier, le Congrès a approuvé la délibération qui permet d'approuver le schéma de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie 2.0, qui trace une vision ambitieuse et déjà un peu réalisée. Monsieur Rousseau le disait, déjà en bon chemin en matière d'énergie renouvelable. Et ce que nous savons, c'est qu'il faudra, au-delà de ces énergies renouvelables, qui sont par nature intermittentes, qui dépendent du soleil, du vent, de l'eau, il faudra trouver une source d'énergie fiable, pérenne, pour venir compenser les moments de baisse de ces énergies renouvelables. Là-dessus, nous nous en remettons à la fois aux institutions compétentes, mais les industriels, ils l'ont dit, ils l'ont déjà fait, dans le cadre de groupes de travail, vont apporter le maximum de leur expertise, de leur compréhension des enjeux, de leur capacité à comparer différents systèmes de production énergétique, et surtout, ils vont apporter une ambition de décarbonation qui vaudra tant pour la Nouvelle-Calédonie et son projet que pour la valeur du produit que nous vendons, du nickel que nous vendons transformé. Avec une question qu'il faudra sans doute résoudre, c'est que pour changer de modèle d'alimentation énergétique, il y aura sans doute aussi des investissements lourds et dans des périodes où la rentabilité est compliquée, il y aura peut-être des équations un peu compliquées à résoudre. On comprend bien qu'il y a une volonté, Nathalie Bakache, mais il faudra aussi trouver les moyens de la mettre en œuvre. Nous le plaçons sous l'angle de l'égalité des chances. Nous sommes une industrie en Nouvelle-Calédonie de classe mondiale, une industrie calédonienne, une industrie française, européenne. Nous savons que d'autres industries en France ont pu bénéficier dans différentes situations de marché de l'énergie, de nombreux appuis, aides pour systématiquement garder un prix compétitif de l'énergie. Nous espérons qu'au vu des enjeux, au vu de ce que l'on peut apporter le nickel calédonien, nous ayons cette aide, cet appui, cette impulsion sur l'énergie. Et nous prendrons à notre charge, nous les industriels, la dimension productivité, la dimension compétitivité intrinsèque. Alors, il y a beaucoup de points dans ce rapport. On l'a dit, on va abandonner le secteur de l'énergie qui est important, mais c'était bien peut-être de commencer par celui-là parce qu'avec le vote du schéma de transition énergétique, justement, c'est des questions qui aujourd'hui sont très prégnantes. Thomas Sevêtre, vous êtes représentant du syndicat des industries de la mine. J'aimerais vous entendre sur une autre partie du rapport pour commencer. C'est celle qui parle évidemment de la production, réorienter la production. Est-ce qu'on a fait les bons choix au bon moment voilà, quel est votre sentiment par rapport à ce qui a été écrit dans ce rapport de l'IGS ? Dans le rapport, il est très bien décrit qu'en fait, sur les quelques dernières années, le marché du nickel s'est complètement transformé et s'est retrouvé complètement chamboulé. L'arrivée en quelques années de nouveaux acteurs, alors je refais un peu l'historique, en Indonésie puis aux Philippines, font que finalement le nickel calédonien n'est plus indispensable pour le monde, d'accord ? Mais qu'en revanche, le nickel est vital pour la Nouvelle-Calédonie. Je vais donner quelques chiffres pour que les auditeurs comprennent bien et une idée un petit peu des rapports de force qui se créent. L'Indonésie et la Chine produisent 26 fois plus de nickel métal que la Nouvelle-Calédonie, d'accord ? Je mets de côté les autres producteurs qui, eux, en produisent aussi. On est donc dans des rapports de force qui leur permettent, outre le fait de payer une énergie dont on vient de parler beaucoup moins chère que la nôtre, de faire des économies d'échelle qui sont sans commune mesure avec celles qu'on est capable de faire, nous, ici. Donc il faut être inventif, il faut être réactif, il faut être agile pour trouver des solutions sur des marchés de niche que peut-être pourra développer Gabriel après moi, parce que vendre le même produit que ces industriels indonésiens ou chinois n'a pas de sens parce qu'on ne peut pas peser, ça n'est pas la Nouvelle-Calédonie qui fait les cours du nickel, ce sont ces pays-là, ce sont ces producteurs-là, et donc on subit aussi bien leur prix que leur coût. D'accord ? Et c'est là la nécessité pour nous de nous adapter rapidement
à ce marché qui fluctue et qui pourra encore fluctuer dans les prochaines années. Alors dire qu'on a fait des mauvais choix il y a 10 ans, je dirais que c'est presque anachronique de le dire, parce qu'il y a 10 ans, le marché du nickel n'était pas du tout organisé de la même façon. Oui, alors le marché du nickel, il fluctue sous deux aspects. Thomas Severt, il fluctue évidemment sur les cours mondiaux. Ça, c'est une première chose. Et ça a des impacts évidemment sur les productions des unes et sur leur rentabilité. Mais il fluctue aussi dans les besoins qui sont exprimés par les pays, etc. Et les besoins de production qui changent. Donc ça fait des équations très compliquées à résoudre. Alors, c'est ça, donc il y a toujours forcément une grande partie du nickel qui est, destinée à l'acier inoxydable, mais évidemment avec le développement de transport électrique, la part du NHC qui est nécessaire pour la fabrication de batteries prend de plus en plus de part. Et c'est vers ça qu'est s'est orienté Prony Ressources. Gabriel, tout à fait. Alors, c'est vrai que l'électromobilité aujourd'hui est très demandeuse en nickel. Il y a 2 ans de ça, on avait pris un virage industriel et stratégique pour dédier 100% de notre production sur le segment des batteries. Mais c'est un segment qui était peu compétitif il y a 2 ans. Et comme Thomas le mentionnait, entre-temps, l'Indonésie a augmenté ses capacités de production en nickel pour l'inox, mais aussi pour les batteries. Et ce marché s'est extrêmement tendu en 2 ans. Quelques chiffres. Chaque année, depuis l'année dernière, l'Indonésie, avec des compagnies chinoises qui financent ces entités, met sur le marché plus de 3 fois notre production à Prony Ressources. Le marché de notre produit, qui était autour, on va dire, de 20 000 tonnes par an, a été multiplié par 4. Chaque année, l'Indonésie met 3 fois plus que notre capacité de pleine production sur le marché. Et du coup, ça devient vraiment un secteur aussi qui est compétitif. Donc si on veut aller sur le segment des batteries, c'est une bonne chose. Mais la concurrence se renforce de plus en plus. Si on va sur le marché chinois, parce qu'aujourd'hui 85% des raffineries du nickel pour batterie sont situées en Chine, eh bien on subit de plein fouet la concurrence de l'Indonésie. Donc il faut bien différencier, c'est vrai, l'inox du marché des batteries, mais il va falloir aussi différencier dans le marché des batteries 2 types de marchés. Le marché qu'on peut qualifier de chinois-indonésien qui est très concurrentiel, et les marchés qui vont s'ouvrir, qui sont en train de s'ouvrir en Europe et aux États-Unis. Dans le rapport, on souligne le marché européen. Et c'est un marché qui est, on va dire, qui peut nous supporter et qui peut vraiment être très intéressant pour la Nouvelle-Calédonie, parce que là, on valorise non pas seulement le produit chimiquement et sa qualité chimique, mais la manière dont il est produit, et ça, c'est une grande force que l'on a en Nouvelle-Calédonie. Le rapport précise que la filière nickel en Calédonie pourrait théoriquement représenter jusqu'à 85% des besoins des usines françaises de batteries, et ce serait environ 14% pour les besoins de l'Union européenne. Donc là, c'est vrai qu'il y a un vrai marché. Pour les batteries, j'ai bien compris, la mat est un produit assez essentiel. Par exemple, à SLN, vous avez fait le choix de ne plus produire de la mat. Est-ce que vous pensez en reproduire ? Est-ce que vous allez bouger là-dessus ? Alors, sur le sujet de la mat, le principe d'une entreprise, c'est de s'adapter à la réalité des conditions de marché et à la rentabilité de certains segments. Nous avons su produire de la mat, ce n'était plus rentable, c'était même particulièrement coûteux, nous l'avons arrêté. Nous saurions reprendre demain, dans des conditions de marché favorables, la production de la mat. Mais ce que nous aimerions nous ajouter à cette appréciation du rapport sur la réorientation à la fois géographique, géostratégique, je dirais, de nos produits vers l'Europe, notamment, et en termes de segments, réorientation vers le nickel batterie, c'est que nous aimerions aussi rappeler que le nickel qui s'oriente vers l'acier inoxydable ou vers les alliages de pointe est un nickel qui est tout aussi fondamental pour la souveraineté et l'autonomie stratégique de la France, de l'Europe. C'est un nickel pour notre vie quotidienne, c'est un nickel pour la santé, pour l'hygiène, pour la sécurité alimentaire. C'est un nickel qui rentre dans la fabrication de biens nécessaires à notre autonomie stratégique, les moteurs d'avions de chasse, le secteur spatial notamment. Et il est fondamental de ne pas
segmentés de façon trop forte, trop artificielle. Ces deux dimensions d'un même marché, d'un même minerai, d'une même ressource à exploiter. Alors, mais ça induit la question suivante, et on peut vous entendre aussi Alexandre Rousseau. Est-ce qu'il faut que chaque usine ait sa stratégie en termes de production et d'orientation de sa production, ou est-ce qu'il faudrait justement réfléchir à l'échelle pays, comme on dit aujourd'hui, pour faire en sorte que sur chacun de ces marchés, chacun y trouve sa place et chacun y trouve son compte, Alexandre Rousseau? Oui, et pour compléter ce que disait Nathalie à l'instant, je pense effectivement qu'il est essentiel qu'on donne l'éclairage au territoire. Le marché, le segment nickel en Calédonie est complexe, mais le marché international est complexe. On a aussi des atouts dans ces marchés-là. On a l'appui de partenariats d'Eramet, de Trafigura, de Glencore, qui sont, on va dire, des entreprises qui comptent sur ces marchés-là. Qui sont actionnaires de vos différentes industries. Qui sont actionnaires et partenaires de nos industries. Et ils peuvent nous apporter justement ces tendances. Et notre travail d'industriel, ça va être de nous adapter. Je prendrai les mots de Thomas. Rester agile, c'est ce qui va nous sauver. Donc il faut qu'on ait cette vision-là, mais qu'on offre aussi cet éclairage, je vais le dire clairement, aux politiques. Mais vous êtes prêts à vous harmoniser les uns les autres là-dessus ? Je pense que la volonté, elle est claire. Ce qu'on cherche tous comme des acteurs du monde du nickel, c'est à être profitable pour le territoire et pour nos partenaires, nos actionnaires. Exactement. Donc je pense qu'on n'a aucun intérêt. La compétition, elle ne se fait pas à l'intérieur de la Calédonie. Elle se fait avec l'Indonésie. Je pense que la compétition en Inter-Calédonie, c'est vraiment pas du tout à l'ordre du jour. Nous sommes vraiment solidaires, nous essayons de nous aider, entraider. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a quand même une unité très forte entre les industriels et les acteurs en Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, la concurrence est bien en Indonésie. Toujours sur cette question de réorientation de la production, Thomas Sauvetre et puis après Nathalie Bakache. Oui, tout à fait. Au sein du syndicat des industriels de la mine, métallurgique et de la mine, et puis aussi au sein du syndicat des exploitateurs de minerais, le dialogue est hebdomadaire. On se parle très régulièrement, justement, et non pas en tant que concurrent, mais en tant que confrère, pour essayer de trouver des solutions. Et de toute façon, c'est une des pistes et un des axes qui a été souligné dans le rapport de l'IGF, qui a été aussi rappelé par Gérald Darmanin lors de la réunion qui s'est tenue sur le sujet au commissariat, c'est que, je vais citer le rapport parce que c'est très précis, il le dit, le désalignement d'intérêts entre les parties prenantes fait obstacle à la conduite des opérations minières, pénalisant la production des usines et de la mine. Les idées, les industriels et les mineurs les ont et savent les orientations qu'il faut prendre. On est au sein du CIM un syndicat, donc on ne fait pas de la politique, mais les actionnaires, qu'ils soient publics ou privés, eux ont parfois des intérêts divergents et nous mettent des freins, on va dire. Voilà. Donc, alors que les discussions sont très souvent constructives au sein du syndicat et entre industriels, en rappelant une nouvelle fois que les concurrents sont en Asie du Sud-Est. Nathalie Bakache. Le secteur des batteries que vous avez évoqué représente aujourd'hui 12% du marché du nickel métal. Il existe donc un très important segment au-delà de ce secteur. Donc nous devons effectivement travailler entre industriels sur la cohérence et la synergie de nos productions, ce que nous faisons au quotidien. Et s'agissant de la réorientation, nous devons aussi travailler sur ce qui fera les atouts sur ces différents segments de marché du nickel calédonien. Et ce qui fera les atouts du nickel calédonien, on l'a déjà en partie. Notre nickel, il est déjà premium. Et il faut juste qu'on sache le dire, le montrer, l'objectiver, le valoriser. C'est un nickel premium parce qu'il répond aux plus hauts standards environnementaux et sociaux. C'est un nickel qui est produit dans une démocratie avec un cadre juridique lisible, respectueux de nos parties prenantes, respectueux de nos salariés, de nos sous-traitants. Au-delà de ça, il faudra que ça devienne également un nickel vert pour la partie autant minerai que nickel métal. Vert, c'est nous décarboner, c'est avancer sur la décarbonation de la métallurgie, on en a parlé avec l'énergie, mais aussi du processus minier. Ça aussi, c'est un atout pour retrouver notre place du nickel calédonien dans le marché mondial que nous devons travailler, adresser et auquel nous souhaitons contribuer dans les travaux à venir autour de ce rapport. Enfin, le dernier point sur lequel nous souhaitons contribuer, c'est nous avons, comme le disait M. Rousseau, l'appui de grands groupes qui sont des experts du marché mondial du nickel. Il faut que nous sachions définir des stratégies de long terme et que nous sachions trouver la façon de nous adapter collectivement aux soubresauts de court terme. Alexandre Rousseau. Oui, je prends l'opportunité du discours de Nathalie pour réinsister sur ce point-là qui est probablement un des points qui a été le moins creusé. C'était peut-être pas l'objectif de ce rapport, c'est ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale et environnementale ou des entreprises.
Parce qu'effectivement, tout le monde connaît l'impact du secteur du nickel en Calédonie, les retombées économiques qu'il génère, le poids qu'il a dans les caisses du territoire. Mais il y a des enjeux sociétaux. Si je reprends un peu ma casquette Cognabo-Nickel, une des missions de départ de l'entreprise, c'était de créer du rééquilibrage. Cet objectif-là, il est atteint. Aujourd'hui, on travaille tous sur des bassins d'emploi qui sont peu industrialisés au départ et on vient faire du développement de compétences. On vient assumer notre rôle de garant de la préservation de la biodiversité. On a une démarche pour faire grandir la maturité en termes de sécurité. Et cet impact-là, il est réel dans la société calédonienne. Si demain, mais est-ce que c'est pardonnez-moi, Alexandre. Est-ce que c'est l'élément fondamental? On comprend évidemment les vertus de tout cela, mais prenons un autre exemple et un autre point que montre ce rapport, c'est que aucune des usines aujourd'hui n'atteint le niveau de production pour lequel elle a été dimensionnée. D'une certaine façon, chacun y travaille, ça s'améliore, ça avance, mais cette production, personne ne l'atteint. Est-ce que c'est pas là le vrai problème? Et même si on l'atteint, on a l'impression que les usines, malgré tout, ne seront pas rentables. Est-ce que c'est pas là le point dur, plutôt que de savoir si effectivement on est très bon en RSE ou au niveau implantation? Je ne pense pas que ce soit une question d'être très bon ou de ne pas être très bon en RSE. Encore une fois, on n'est pas en train de compétitionner sur le marché. Par contre, on ne peut pas imaginer la rentabilité en dehors de toute responsabilité sociale de l'entreprise. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui les uns et les autres de remplir nos objectifs? Parfois, c'est du manque de compétences, du manque de maturité, de la difficulté à accéder à la ressource. Ces thématiques-là sont directement liées avec la rentabilité. Et je pense qu'il est essentiel qu'on garde un focus sur cet élément-là. Et j'allais préciser que si une des usines, pour parler des usines, mais ce serait la même chose pour les mines, était amenée à disparaître, les équilibres fragiles de la Calédonie seraient en péril. Et le pas rapport le montre. Mais il le montre sous l'axe des retombées directes économiques sur les caisses, mais pas sur les équilibres sociaux. Je parle là d'un territoire calédonien qu'on sait fragile, où les équilibres se gagnent difficilement. Aujourd'hui, on déstabiliserait globalement l'équilibre du territoire. Et je pense que c'est un enjeu qui ne peut pas être sorti de l'image en dehors. Tout le monde convient que l'argent est le nerf de la guerre et qu'il est essentiel. Mais attention, on a d'autres dimensions sur lesquelles il faut absolument garder l'œil. Thomas Sauvetre. Oui, je rebondis là-dessus. C'est important parce que les usines fonctionnent à l'heure nominale, évidemment, c'est l'objectif de chacun des industriels. Mais la perception de l'industrie du nickel par les populations locales est importante. Si vous n'avez pas de minerais pour mettre dans les usines, parce que les sites sont bloqués, parce qu'il y a une mauvaise perception des activités sur les sites décentralisés sur la côte Est, dans le Nord, dans le Sud, je parle de Koumak, de Ngo, de toute la côte Est, ça ne fonctionnera pas. Donc on a aussi, et le rapport le souligne, un travail important à faire pour faire en sorte que les populations concernées aient l'impression, non pas aient l'impression, mais soient convaincus que tout ça leur apporte. On a un souci qui est souvent mis en avant, qui est que, oui, en fait, le nickel calédonien, ça ne profite à personne. Alors, il y avait un rapport qui a été fait il y a 2 ans, qui soulignait que 20% de la richesse marchande était générée directement ou indirectement, voire induite par le nickel. Mais il faut que les Calédoniens soient persuadés que le nickel leur profite, ce qui n'est pas toujours le cas. D'accord. C'est pour ça que, notamment dans les dernières discussions qui ont eu lieu sur la mise en place des redevances à l'extraction et à l'exportation, une des demandes des industriels, c'était que ces taxes soient fléchées vers les communes, en particulier. Alors un autre point qui n'est pas forcément contenu dans ce rapport de l'inspection générale des finances, mais qui a été évoqué par Emmanuel Macron dans son discours à la place des Cocotiers, c'est la question, il l'a dit, de faire bouger la doctrine nickel. On sait que c'est un point dur, que c'est compliqué parce qu'il y a des implications politiques derrière. Quand on entend ça, en gros, on entend dire, est-ce qu'il ne faut pas exporter directement le minerai et que tout ne passe pas systématiquement par les usines de transformation? Aujourd'hui, seule la SLN pratique l'export de minerai. Est-ce que ce serait possible pour d'autres? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez? Est-ce que c'est vraiment aussi, en termes de rentabilité, une perspective qui est réellement intéressante? Nathalie Bakache? Peut-être un premier point, la SLN n'est pas la seule à pratiquer l'export. L'ensemble des petits mineurs ont un modèle économique basé sur l'export de minerais, effectivement. Et le plus grand exportateur de minerais en Nouvelle-Calédonie au sens propre, eh bien, la société NMC qui exporte vers l'usine de Corée.
Sur peut-être rebondir au préalable sur le point évoqué par Thomas pour le CIM. Ce que ce rapport nous rappelle, c'est ce que nous ne devons pas, c'est ce que nous ne pouvons pas perdre. C'est-à-dire la défaillance d'un ou plusieurs acteurs calédoniens du nickel serait, nous semble-t-il, et même si on sort de notre rôle d'industriel, d'accord pour le reconnaître, une catastrophe, pour le pays. Et nous avons le sujet de l'énergie, nous en avons parlé, le sujet du marché mondial, mais peut-être au plus près de nous, nous avons ces questions beaucoup plus proches de nos leviers, les institutions calédoniennes, les industriels, c'est l'accès à la ressource et il est majeur. Et je pense que nous devrions en parler un peu plus aujourd'hui. Pour répondre à votre question sur la doctrine nickel et l'export, l'ASLN a là-dessus, comme chacun des industriels ou des mineurs, des éléments à apporter. Elle les apporte en termes d'expertise auprès des institutions compétentes et pas nécessairement par voie médiatique. C'est une réflexion à construire, à approfondir. C'est une question soulevée, y compris ici sur le territoire. Et nous sommes vraiment disposés à y réfléchir. C'est une question qui a de multiples implications, mais la question qui va derrière, c'est est-ce que l'exportation est un élément de rentabilité supplémentaire, Alexandre Rousseau ? Alors sur le modèle économique, je pense que c'est quelque chose qui est évident si on le prend, entre guillemets, de manière immédiate et à court terme. Maintenant, je pense que le plus important dans cette démarche, c'est vraiment de savoir se placer. Je parlais tout à l'heure de la responsabilité qu'on a vis-à-vis des Calédoniens. On a également une responsabilité vis-à-vis des politiques. Leur permettre d'avoir les bons éclairages pour prendre les bonnes décisions. Les politiques ont leurs propres responsabilités et on ne va pas se substituer à leur rôle. On n'a pas le pouvoir de le faire. Les raisons qui poussent Prony et Koniambo Nickel à ne pas exporter, c'est qu'on est sur l'emprise de réserves. Réglementairement, on ne peut pas exporter. Et ce n'est pas à nous de décider si ça doit se faire ou pas se faire. Il faut introduire des demandes pour que les choses bougent. Pas sur les réserves. Donc notre rôle, ça va être de donner cet éclairage. On a la connaissance de la ressource, on sait ce qui est possible, on sait ce qu'on peut traiter d'un point de vue industriel avec les procédés existants. On fait également des recherches, nos actionnaires également, sur d'autres manières de traiter, à d'autres teneurs. Donc je pense qu'il faut vraiment appréhender les choses d'une manière un petit peu différente et permettre d'offrir à nos politiques d'avoir les bons éléments pour prendre les bonnes décisions pour que le marché du nickel en Calédonie soit profitable pour tous. Gabriel Ben-Simon. Alors, concernant l'export, comme le soulignait mon collègue de KNS, nous sommes situés, KNS et Prony Ressources, sur des réserves métallurgiques. Le concept d'un réserve métallurgique est un très bon concept, c'est de dire, il y a du minerai à cet endroit-là, si on veut l'exploiter, construisons des usines. Donc, on a fait notre cahier des charges, on a construit une usine, côté Prony Ressources, pour exploiter ce minerai. Mais après, selon les procédés, on peut ou on ne peut pas extraire tout ce minerai. Alors, la solution, c'est soit essayer de le vendre à un autre partenaire, et si ce n'est pas possible, si on prend le cas de Prony Ressources, on a un procédé qui est très performant, qui utilise des faibles teneurs, mais les fortes teneurs ne sont pas adaptées à notre procédé. Donc, c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, nous, on a à peu près 300 000 tonnes par an, ce qui n'est pas grand-chose comparé aux 12 millions de tonnes qu'on manipule par année, qui pourrait vraiment aider notre situation financière, car comme le rapport le mentionne, les situations financières des trois métallurgistes sont très préoccupantes, très fragiles, et tout apport de financement doit être étudié. Ce qu'on comprend bien en ce qui vous concerne, c'est que donc vous exploitez, vous utilisez le métal, enfin le minerai à faible teneur, et que pour l'instant vous ne touchez pas au minerai avec une teneur plus importante que vous ne pouvez pas traiter au sein de l'usine. Mais pour l'instant vous n'en faites rien d'autre. On en injecte une partie, mais on ne peut pas injecter la totalité, et du coup ça reste, je dirais, pour caricaturer, comme un stérile, et ça serait bien de trouver une solution à cela. Nathalie Bakache. S'agissant de l'ASLN, il faut rappeler que c'est bien une entreprise métallurgique et que l'export qui a toujours existé dans son modèle vise à équilibrer la société. La priorité de l'ASLN opérationnelle reste l'alimentation de l'usine de Doniambo. Ce qui est exporté, c'est ce qui ne peut pas être valorisé dans une entité métallurgique du territoire, à Doniambo a fortiori. Et cet export, il est pratiqué dans le cadre réglementaire actuel, dans le cadre aussi d'une trajectoire partagée avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui a été formalisée en février dernier et qui fait bien, qui matérialise bien un projet partagé. Thomas Sauvetre. Oui, je rejoins tout ce qu'il dit là. L'export fait partie de l'équation à ce jour. L'exportation est autorisée.
Le rapport de l'IGF préconise de la réorganiser, pas de la supprimer. Donc, de vouloir y mettre fin subitement ou de vouloir le montrer du doigt, c'est à mon avis, irresponsable pour tout un tas de raisons. Parce que s'il n'y avait plus d'export, il y a beaucoup de centres miniers qui fermeraient. Avec eux, évidemment, toutes les activités de sous-traitance, les activités de roulage qui sont importantes et qui font vivre un nombre important de Calédoniens, directement ou indirectement. Et puis, comme le rappelle Nathalie, ce qui est exporté, ce sont des minerais qui ne sont pas valorisables localement. De plus en plus de mines qui sont exploitées à ce jour sont des anciennes mines sur lesquelles on revient, d'accord, pour traiter des verses. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'impact environnemental, il n'y a pas de nouvelles dégradations qui sont créées. Donc, il y a en partie un côté vertueux à revenir sur des mines anciennes, non seulement pour les réexploiter, mais aussi pour les remettre en état par la suite, ce qui n'avait pas été le cas il y a 30, 40 ou 50 ans. Donc, cette question de l'export, oui, on peut se le poser. Est-ce qu'il faut plus, est-ce qu'il faut moins ? En tout cas, de dire il en faut pas ou il faut que ça, c'est certainement pas la solution. Voilà. Alors, on pourrait aborder encore bien d'autres points, mais le temps tourne dans cette émission et j'aimerais qu'on parle des semaines et des mois qui arrivent, parce que ce que dit le rapport aussi très clairement, c'est qu'il va falloir penser à la suite. Il va y avoir, ce rapport doit alimenter les réflexions d'un groupe de travail sur le nickel qui est déjà en place, et qui, avec l'ensemble des parties prenantes, devra proposer d'ici l'automne, des mesures pour consolider l'avenir de la filière nickel. Alors, où est-ce qu'on en est dans les discussions ? On sait qu'il y a une rencontre à Paris qui est prévue au niveau politique au mois de septembre, que le groupe nickel devrait se réunir à cette occasion-là. Est-ce que vous allez être, vous, industriels et mineurs, conviés à cette réunion, à cette réflexion ? Et est-ce que vous pensez que, raisonnablement, au vu de l'urgence de la situation, parce que même si vous avez tenu des propos rassurants, on voit bien que ce rapport est quand même alarmant sur un certain nombre de points. Vous pensez raisonnablement qu'en termes de calendrier, on va pouvoir se sortir de cette situation difficile ? Alexandre Rousseau. Mais effectivement, on a participé, tous autant que nous sommes autour de cette table, à la restitution du rapport de l'IGF, qui était une sorte de prémisse à ces ateliers nickel, où il nous a été annoncé que début septembre, on serait conviés dans une réunion qu'on espère tous, j'imagine, un petit peu plus interactive, dans laquelle on va pouvoir effectivement partager nos points de vue, proposer des solutions, pour pouvoir avoir des choses, on va dire, qui soient pragmatiques et qui permettent des avancées. Il est un petit peu tôt pour se prononcer sur notre optimisme, mais je pense que la voie qui a été prise par l'État dans la mission qui a été confiée à l'IGF a donné un résultat, encore une fois, qui est honnête. Peut-être qu'il est que partiel, peut-être qu'on pourrait aller discuter les projections qui y sont faites, mais il a au moins le mérite de poser les choses clairement sur la table. Et j'y vois là, moi, au-delà des enjeux et du côté, je pense que tout le monde connaît, des difficultés qu'on traverse, des opportunités réelles de présenter des pistes de solutions dont nos politiques devront se saisir. Thomas Solettre ? Oui, le fait que ces réunions succèdent déjà à celle qui a eu lieu il y a quelques semaines là, ça nous oblige en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on fasse des propositions, il faut qu'on soit capable de nous adapter. Et je trouve plutôt positif qu'on ait un calendrier resserré là-dessus. Après, on n'est pas les seuls décideurs, comme je disais tout à l'heure. Il faudra convaincre les politiques, puisque voilà. Les décisions se prennent aussi à ce niveau-là. C'est ça. Alors, ça sera peut-être à nous d'essayer de les convaincre, ce qu'on essaye de faire au quotidien à travers nos organisations syndicales. Et ça sera aussi peut-être à l'État, qui n'est pas compétent dans ce domaine, mais qui a quand même dans sa main des atouts qui peuvent, je dirais, aider dans les décisions qui sont prises. Si tant est que ces décisions qui sont prises sont partagées par tous et qu'elles ne sont pas doctrinales. Gabriel Ben-Simon. Bien, effectivement, aujourd'hui, on a une situation de nickel très tendue en Nouvelle-Calédonie. On a un rapport qui montre clairement des réalités qui sont dures peut-être, mais qui sont comme des réalités réelles, si je me répète. Et là, on a l'occasion de pouvoir aussi être force de proposition, impliquée dans les discussions. Donc, moi, je suis de nature assez optimiste, donc j'espère qu'on va pouvoir en sortir des mesures concrètes, car l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie a vraiment besoin d'avancer. Et donc vous serez à Paris les uns et les autres pour participer aux réunions nickel en septembre. C'est bien ça qu'il y a dessous quand même, parce que j'ai pas eu la réponse clairement à ma question. C'est comme ça que s'est conclue la première réunion, par les invitations lancées sous un format qui devrait être relativement similaire et qu'on espère, comme je le disais, plus interactif. Et donc ça va bien avancer, vous pensez, Nathalie Bakache ? Il y a des choses qui vont bouger ? Nous sommes, côté SLN, plutôt optimistes sur les grands enjeux qui pourraient être traités dans le cadre de ces réunions, notamment évidemment l'énergie, notamment la réorientation en termes de marché. Mais moi, je voudrais appeler à l'action dès maintenant et d'ici là.
c'est-à-dire l'action sur nos propres leviers. Le secteur est en danger, le rapport le montre. Nous avons des difficultés administratives, juridiques, d'acceptabilité sociétale. Sait-on en Nouvelle-Calédonie, est-ce que chacun sait ce qu'apporte le nickel pour la vie du territoire et sa vie économique? Nous sommes à une période où pour exploiter une mine, il nous faut passer au prisme du code minier, de 2 codes de l'environnement différents. Une loi sur l'eau est en cours de discussion qui pourrait demain complexifier encore nos procédures dans un processus il y a des parallèle. législations à faire bouger. Nous pourrions voir voter de nouvelles taxes sur l'ensemble de ces éléments et sans discriminer l'un ou l'autre ou sans apporter une critique un peu vaine de l'un ou l'autre des dispositifs. Nous avons simplement besoin pour la profession d'opérer, de produire, de retrouver nos niveaux nominaux de production. C'est la priorité de la SLN d'ici là, et c'est déjà ce qu'ont montré à la fois le mois précédent à l'usine de Doniambo et le mois en cours à ce stade. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus sur ce plateau, nous livrer vos éclairages et vos questions aussi par rapport à l'avenir de la filière de l'industrie nickel en Calédonie, dont on sait qu'elle va bouger. Visiblement, les choses vont bouger dans les mois qui viennent. On aura l'occasion sans doute de faire le point sur les différents dossiers et de la manière dont ils avancent. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission qui